Elle a été chassée de son propre garage, humiliée par son oncle devant tout le monde, s'entendant dire qu'une femme n'était pas faite pour la mécanique poids lourd. Avant de partir, elle a désigné un Mercedes 1620, rouillé dans un coin de la cour, et a entendu des rires. « Prends cette ferraille si tu veux », ont-ils dit. Seul, sans atelier, sans argent, juste ce camion abandonné. Marina a posé la main sur le volant et a pris une décision que personne là-bas n'imaginait. Ce qu'elle a fait ensuite a tout changé. Mes chers amis, laissez-moi vous raconter une histoire qui va vous toucher en plein cœur. C'est l'histoire de Marina, une jeune femme de 28 ans qui en connaissait plus sur les moteurs diesel que bien des vieux routiers de la mécanique, mais qui n'a jamais eu le respect qu'elle méritait. Et vous allez voir comment un camion abandonné, tout rouillé et oublié au fond d'une cour, a pu changer le destin de cette femme d'une manière que personne n'attendait. C'était en août à Chartres, en Eure-et-Loir. Vous voyez ce genre de matinée grise, avec un ciel lourd et un froid humide qui vous transperce jusqu'aux os. Eh bien, Marina est arrivée tôt au garage qui avait été construit par son grand-père, Monsieur Valentin, un mécanicien hors pair qui avait passé 40 ans de sa vie à réparer des camions de betteraviers, de transport de bétail, de toutes sortes. L'atelier était maintenant entre les mains de son oncle Gérard, un homme d'une 50aine d'années qui avait hérité de l'affaire, mais pas de la moitié de la patience ni de la sagesse du vieil homme. Marina était là depuis ses 17 ans, depuis que son père était mort dans un accident de la route, alors qu'elle terminait encore le lycée. Son grand-père Valentin l'avait prise par la main et lui avait dit « Viens, ma petite, je vais t'apprendre tout ce que je sais. » Et il lui a tout appris. Il lui a enseigné la différence entre un moteur à cycle auto et un diesel à injection directe. Il lui a montré comment régler le point d'avance d'un moteur atmosphérique. Il lui a expliqué pourquoi une pompe d'injection Bosch était plus fiable que les génériques chinoises. Marina a tout appris avec une soif de connaissance qui impressionnait même les anciens employés. Mais quand son grand-père est mort il y a 3 ans, c'est son oncle Gérard qui a pris les rênes. Et Gérard n'a jamais cru qu'une femme pouvait s'y connaître. Ce matin d'août, Marina était sous un Scania 113, allongée sur le cric hydraulique, en train de changer un joint SPI de Villebrequin qui fuyait de l'huile. Elle avait les mains noires de graisse, son jean était taché et ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval désordonnée. Les 3 employés, Antoine, Jean-Charles et Marc, travaillaient en silence, chacun dans son coin. C'est alors que Gérard est entré dans le hangar, le visage fermé et le pas lourd. « Marina, sors de sous ce camion tout de suite !» Elle a glissé pour sortir, s'est essuyé les mains sur un chiffon sale et a regardé son oncle sans comprendre. « Qu'est-ce qui se passe, mon oncle? Tout va bien avec le travail? Il ne me reste plus qu'à serrer les boulons. Et tu vas ficher le camp d'ici. » Le silence est tombé dans le hangar comme une enclume. Antoine a arrêté de poncer une pièce. Jean-Charles a éteint la perceuse et Marc est resté avec la clé en croix suspendue en l'air. Marina a cligné des yeux, pensant avoir mal entendu. « Pardon ? Tu m'as bien entendu. J'en ai marre de faire semblant que tu sers à quelque chose ici. Tu es dans ce garage par pitié, parce que ton père est mort et que le vieux a eu de la peine. Mais je ne suis pas le vieux. Une femme, ça n'y connaît rien en mécanique poids lourd. Ça n'a pas la force, pas le bon raisonnement. Tu passes ton temps à faire la belle là-dessous. Mais quand le travail devient vraiment sérieux, c'est moi ou les gars qui nous en chargeons. » Marina sentit son visage brûler. Pas de honte, mais d'une colère qui montait de son estomac et lui serrait la poitrine. Elle a ouvert la bouche pour répondre, mais Gérard a levé la main. « Pas de discussion. Prends ce qui est à toi et dégage avant midi. Je te paierai ton solde de tout compte, mais je ne veux plus te voir mettre les pieds ici. » Les 3 employés ont baissé la tête. Personne n'a eu le courage de dire quoi que ce soit. Marina a respiré profondément, sentant les larmes lui piquer les yeux. Mais elle a refusé de pleurer devant ces hommes. Elle a regardé autour d'elle le hangar qu'elle connaissait depuis l'enfance. Les outils qu'elle avait appris à utiliser avec son grand-père, l'odeur de gazole et de métal chaud qui lui était plus familière que n'importe quel parfum. C'est alors qu'elle l'a vu. Dans le coin de la cour,
Presque caché derrière une pile de vieux pneus et de fûts d'huile, se trouvait le Mercedes-Benz 1620 bleu, ou ce qu'il en restait. Le camion était là depuis que Marina était une fillette de 10 ou 12 ans. Elle se souvenait de son grand-père Valentin disant qu'un jour, il restaurerait ce camion, que c'était une noble machine, un OM 366 à 6 cylindres comme on n'en faisait plus. Mais le temps a passé. Le grand-père a vieilli et le 1620 est devenu une partie du paysage, un monument à la rouille et à l'abandon. Les roues arrière s'étaient enfoncées dans la terre, le plateau en bois était pourri, la peinture bleue s'était délavée pour devenir un gris fantomatique, et les mauvaises herbes poussaient autour du châssis comme si la nature avait décidé de ravaler cette machine. Marina a pointé du doigt. « Je veux ce camion comme partie de mon solde. » Gérard a suivi son doigt, a vu le 1620 et s'est mis à rire, un rire fort, moqueur qui a résonné dans tout le hangar. « Ça? Cette charrette? Ma petite, ça ne vaut même plus le prix de la ferraille. Ça fait plus de 10 ans que c'est à l'arrêt. 12 peut-être. Moteur bloqué, de la rouille jusqu'au volant. Mon père n'a jamais eu le courage de le jeter, mais ça n'a jamais servi à rien non plus. » « Alors, ça ne te coûte rien de me le donner, n'est-ce pas ?» Gérard haussa les épaules, riant toujours. « Prends-le, prends cette saloperie. Si tu arrives à faire rouler ce truc, je paie un barbecue pour tout l'atelier. Antoine, aide-la à sortir ça d'ici. Je veux que cette cour soit propre. » Antoine, un homme d'une quarantaine d'années, brun, aux mains larges et épaisses de quelqu'un qui travaillait le fer depuis son enfance, a regardé Marina avec pitié. Il l'avait vue grandir ici, savait qu'elle était douée, savait que ce que Gérard faisait était une injustice, mais il avait une famille à nourrir, il ne pouvait pas s'en mêler. « Viens, Marina, je vais tirer le camion avec la dépanneuse. » Cela a pris presque 2 heures. Le 1620 était si enfoncé qu'ils ont dû creuser autour des roues, placer des planches sous les pneus et utiliser la dépanneuse du garage pour traîner le camion jusqu'à la rue. Marina avait loué un terrain vague à la sortie de la ville, près de la Nationale 10, pour 150 € par mois. C'était un bout de terre sans rien, juste des mauvaises herbes et de la poussière, mais il y avait un portail qu'on pouvait fermer à clé. Quand Antoine a finalement réussi à positionner le Mercedes au milieu de ce terrain vide et à détacher les câbles de la dépanneuse, Marina était seule. Antoine lui a fait un signe de tête triste et est parti dans la camionnette du garage. Le son du moteur s'éloignant sur la route s'est estompé jusqu'à ce qu'il ne reste que le silence. Marina est restée là, les bras croisés, à regarder cette montagne de métal de 4 tonnes. Le soleil de l'après-midi commençait à percer les nuages et la lumière orangée frappait la carrosserie détruite du camion. Marina s'est approchée, a passé la main sur le capot couvert de rouille, a senti la texture rugueuse de l'oxydation sous ses doigts, a ouvert la portière du conducteur qui a grincé dans un gémissement aigu de charnière desséchée et est monté dans la cabine. Le siège était déchiré, la mousse jaune sortait et il y avait des crottes de souris dans les coins du tableau de bord. Le volant était dur, le levier de vitesse bloqué au point mort. Ça sentait le moisi, le vieux, le temps perdu. Marina a posé ses 2 mains sur le volant et a fermé les yeux. Elle a senti la présence de son grand-père, presque comme s'il était là, à côté d'elle, avec ce sourire en coin et son odeur de cigarette roulée. « Papy », a-t-elle murmuré, « aide-moi sur ce coup-là. » Et voilà, mes amis, Marina est descendue du camion, a pris le tournevis qu'elle avait apporté dans son sac à dos et s'est mise au travail. Et tenez-vous bien, mes amis, c'est maintenant que commence la partie qui sépare ceux qui comprennent la mécanique de ceux qui ne font que de beaux discours. Marina savait qu'elle avait devant elle un défi qui ferait abandonner bien des mécaniciens expérimentés avant même de commencer. Un Mercedes-Benz 620 avec un moteur OM 366 à l'arrêt depuis 12 ans. Ce n'était pas une blague, il ne s'agissait pas de changer la batterie et de tourner la clé. C'était comme réveiller quelqu'un d'un coma profond et s'attendre à ce qu'il se lève du lit en dansant. Mais Marina n'était pas du genre à baisser les bras.
Le lendemain, elle est arrivée sur le terrain à 6 heures du matin, avec le soleil encore faible à l'horizon et la rosée couvrant le capot du camion. Elle avait apporté une vieille caisse à outils que son grand-père lui avait donnée des années auparavant. Des clés plates, des douilles, des pinces, des tournevis usés par le temps. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était tout ce qu'elle avait. Elle a étendu une bâche sur le sol pour ne pas travailler directement sur la terre et a commencé par le plus élémentaire, évaluer l'état réel de ce moteur. Elle a ouvert le capot, qui pesait bien 40 kilos, et a grincé méchamment en se levant. Le moteur était là, couvert d'une couche de poussière si épaisse qu'on aurait dit du ciment. Des toiles d'araignée reliaient le bloc au radiateur et il y avait des nids d'insectes entre les collecteurs d'admission. Marina a pris un vieux pinceau et a commencé à nettoyer, lentement, avec soin, comme si elle brossait un fossile rare. Et à mesure que la poussière partait, le moteur apparaissait. 6 cylindres en ligne, bloc en fonte, culasse robuste avec les soupapes d'admission et d'échappement protégées par un cache qui avait déjà perdu la moitié de ses vis. L'OM 366 était un moteur atmosphérique, sans turbo, ce qui signifiait qu'il dépendait exclusivement de sa cylindrée pour générer de la puissance. Il avait la réputation d'être indestructible lorsqu'il était bien entretenu, mais 12 ans d'arrêt, c'était suffisant pour transformer n'importe quoi en ferraille. Marina a commencé le diagnostic par le système de lubrification. Elle s'est allongée sur le sol, a glissé son bras sous le moteur jusqu'à trouver le bouchon de vidange du carter et, avec une bassine en plastique en dessous, a commencé à le dévisser. Le boulon était bloqué par la rouille. Elle a dû utiliser une longue clé à griffes pour avoir assez de levier. Quand il a finalement cédé, ce qui est sorti du trou n'était pas de l'huile, mais une pâte noire, épaisse, avec la consistance du goudron chaud. Marina a trempé son doigt dedans et l'a frotté entre ses doigts. Elle a senti les granulés, la texture rugueuse. C'était de l'huile qui s'était complètement oxydée, les additifs s'étaient transformés en boue, les hydrocarbures s'étaient dégradés, et ce qui restait était pratiquement du cambouis. « Oh là là !» murmura-t-elle. « Ça, c'est devenu du savon de mécano. » Elle a laissé le carter se vider pendant 1 heure entière. Près de 15 litres de cette mélasse noire sont sortis. Quand ça a cessé de couler, Marina a retiré le filtre à huile qui était vissé sur le côté du bloc. Le filtre était gonflé, déformé par la pression interne de l'oxydation. En le dévissant, elle a remarqué que le filetage du bloc était foiré. Quelqu'un, dans le passé, avait trop serré, sans utiliser de clé dynamométrique, et maintenant les filets étaient endommagés. Pas le choix. Il fallait tarauder. Elle a pris un tarot M20X 1,5, qui était la dimension du filetage d'origine, a mis de l'huile de coupe sur les filets et a commencé à refaire le filetage avec soin, en tournant d'un demi-tour vers l'avant, 1/4 de tour en arrière, un demi-tour vers l'avant, 1/4 en arrière. Il lui a fallu 40 minutes pour que le filetage soit assez bon pour recevoir un nouveau filtre. Marina a nettoyé les copeaux de métal avec un chiffon et a soufflé fort pour s'assurer qu'aucun débris ne reste à l'intérieur du bloc. Ensuite, ce fut le tour du système de refroidissement. Elle a retiré le bouchon du radiateur et a regardé à l'intérieur. Vide. L'eau s'était complètement évaporée au fil des ans et ce qui restait au fond était un bouillon verdâtre de rouille mélangé à des restes d'antigel périmés. On aurait dit de la soupe de petits pois avariés. Marina a plongé la main dedans et a senti la texture collante, l'odeur aigre de la corrosion chimique. Elle a retiré la durite supérieure du radiateur, qui reliait la sortie de la culasse à l'entrée du radiateur. La durite était dure, craquelée, et en tirant, elle s'est effritée dans les mains de Marina comme du vieux caoutchouc. À l'intérieur de la durite, il y avait une croûte blanche et verdâtre, des dépôts calcaires qui s'étaient formés par l'évaporation lente de l'eau pendant une décennie. Mais le radiateur était le pire. Marina a desserré les colliers et a retiré le radiateur entier du châssis, ce qui n'a pas été facile car les boulons de fixation étaient soudés par la rouille. Elle a dû utiliser du dégrippant WD-40 et laisser agir pendant une demi-heure avant de réussir à les desserrer.
Quand elle a finalement sorti le radiateur et regardé à l'intérieur, elle a vu que le faisceau en cuivre était complètement obstrué. Il y avait des sédiments calcaires qui, à certains endroits, formaient de véritables stalactites. Comme dans une grotte, l'eau dure de la région, pleine de calcium et de magnésium, s'était déposée là pendant des années d'utilisation, et ensuite, avec l'évaporation, avait tout cimenté. Marina savait qu'elle n'avait pas d'argent pour acheter un radiateur neuf. Alors, elle allait devoir nettoyer celui-là. Elle a emmené le radiateur dans une station de lavage voisine, a payé 10 € au gars pour qu'il la laisse utiliser le nettoyeur haute pression, et a passé 2 après-midi entiers à tremper les ailettes dans une solution d'acide chlorhydrique dilué, une partie d'acide pour 5 parties d'eau. Elle laissait tremper pendant 20 minutes, rinçait avec un jet puissant, laissait tremper à nouveau. L'acide dissolvait les dépôts calcaires qui sortaient en morceaux blancs comme du gravier. Quand finalement la lumière du soleil traversait les canaux du radiateur d'un côté à l'autre, Marina a soupiré de soulagement. Ça avait marché. Pendant que le radiateur séchait, elle est retournée au moteur et a commencé à évaluer la pompe à eau. Elle a desserré les vis qui la fixaient au bloc et a tiré. Le joint en graphite qui se trouvait entre la pompe et le bloc était desséché, cassant. Et en retirant la pompe, elle a vu que le rotor interne était lâche sur son axe. La poulie externe, entraînée par la courroie du moteur, avait du jeu. Cela signifiait que même si le moteur fonctionnait, la pompe ne pourrait pas faire circuler l'eau correctement. De l'air entrerait dans le système, il surchaufferait et la culasse grillerait. Marina a démonté la pompe sur l'établi improvisé qu'elle avait monté avec de vieilles planches. Elle a nettoyé chaque pièce, inspecté l'axe à la recherche d'usure et vérifié le rotor. Elle avait besoin d'un kit de réparation, joint neuf, roulement neuf. Elle a tout noté dans un petit carnet à couverture rigide qu'elle portait dans sa poche. Mais le plus grand défi, le cœur de tout, était la pompe d'injection Bosch. Tout moteur diesel mécanique en dépendait. La pompe d'injection était responsable de mettre le gazole sous pression et de l'envoyer à chaque cylindre au moment exact, avec la pression exacte. Si la pompe ne fonctionnait pas, le moteur ne démarrait pas. C'est aussi simple que ça. Marina a localisé la pompe d'injection qui était vissée sur le côté du bloc, entraînée par un pignon du vilebrequin. Elle a desserré les tuyaux haute pression qui sortèrent de la pompe et allaient aux injecteurs. C'étaient des tubes d'acier rigides, fins comme des stylos, et ils étaient recouverts d'une croûte brune d'huile séchée mélangée à de la poussière. Chaque tuyau devait être desserré avec soin pour ne pas le tordre, car un tuyau tordu ne serait pas étanche et provoquerait une perte de pression. Une fois les tuyaux déconnectés, Marina a desserré les 4 boulons qui fixaient de la pompe au bloc et a tiré. La pompe pesait environ 5 kilos et est sortie avec difficulté car le joint d'étanchéité avait collé avec le temps. Elle a emmené la pompe sur son établi et l'a ouverte avec précaution, en retirant le couvercle supérieur qui donnait accès aux composants internes. Et là, mes amis, Marina a vu le problème. Les pistons de la pompe d'injection, des pièces de précision qui glissaient à l'intérieur de cylindres avec un jeu de quelques micromètres, étaient complètement collés. Le gazole, qui était resté à l'intérieur de la pompe pendant 12 ans, s'était évaporé. Et ce qui restait était une gomme dure, un vernis qui collait les pistons aux parois comme de la colle époxy. Marina a essayé de tourner l'un d'eux à la main. Il ne bougeait pas d'1 millimètre. Elle a essayé avec une pince. Rien, c'était bloqué. Elle savait que forcer serait une erreur fatale. Les pistons étaient rectifiés avec des tolérances infimes. La moindre rayure sur la surface et la pompe fuirait, perdrait de la pression, serait inutilisable. Il fallait ramollir cette résine d'une manière ou d'une autre, la dissoudre sans agresser le métal. Marina s'est souvenue d'une technique que son grand-père Valentin lui avait enseignée quand elle était adolescente. Il avait ressuscité une pompe d'injection d'un Scania 111 en utilisant une immersion prolongée dans du gazole chauffé. L'idée était que le gazole neuf, chauffé à une température contrôlée, pénétrerait dans la vieille résine et la ramollirait petit à petit,
sans avoir besoin de force brute. Elle a pris un pot de peinture vide, l'a bien nettoyé, l'a rempli de gazole neuf acheté à la station-service, a mis la pompe démontée à l'intérieur et a improvisé un système de chauffage en utilisant un vieux réchaud électrique qu'elle a trouvé dans une brocante pour 15 €. Elle a maintenu le gazole à 60 degrés. Pas plus chaud, sinon ça endommagerait les joints en caoutchouc qui étaient encore dans la pompe. Et pas plus froid, sinon ça ne ramollirait pas la gomme. Elle l'a laissé tremper pendant 24 heures complètes. Le lendemain, quand Marina a sorti la pompe du bain et a essayé à nouveau de tourner les pistons, ils ont bougé. Lentement, avec résistance, mais ils ont bougé. Elle a travaillé chaque piston individuellement, en tournant avec soin, sentant la résine céder millimètre par millimètre, jusqu'à ce que finalement tous soient libres et glissent doucement dans leur cylindre. Mais il y avait un autre problème. Les ressorts de rappel, qui ramenaient les pistons à leur position initiale après chaque injection, étaient faibles. Certains étaient même cassés, oxydés par le temps. Sans de bons ressorts, la pompe n'aurait pas le temps de réponse nécessaire. L'injection serait défaillante, le moteur tout sauterait. Marina avait besoin d'un kit de réparation complet, ressorts neufs, joints toriques neufs. Elle a appelé 3 fournisseurs à Paris avant d'en trouver un qui avait encore des pièces d'origine Bosch pour l'OM 366. Le kit coûtait 450 €. C'était presque tout l'argent qu'elle avait économisé, mais elle n'avait pas le choix. En attendant l'arrivée des pièces, Marina a travaillé sur le reste. Elle a refait l'installation électrique qui était toute craquelée, avec des fils dénudés et des connecteurs corrodés. Elle a changé les cosses de batterie qui étaient couvertes de verre de gris. Elle a démonté le démarreur qui était grippé, a nettoyé les balais de charbon, a lubrifié les roulements et l'a testé sur l'établi. Il tournait à nouveau. Elle a retiré l'alternateur, dont les charbons étaient réduits en poussière, et en a acheté un reconditionné pour 82 €. 5 jours plus tard, le kit de réparation est arrivé. Marina a remonté la pompe d'injection avec calme, installant chaque nouveau ressort, chaque nouveau joint, chaque joint torique à sa place. Quand elle a terminé, elle a testé le mouvement des pistons. Parfait, doux, uniforme, avec un retour rapide. C'était de la musique aux oreilles de quelqu'un qui s'y connaissait. Elle a réinstallé la pompe sur le moteur, en serrant les boulons avec la clé dynamométrique réglée à 25 mm, exactement comme spécifié par le manuel. Elle a connecté les tuyaux haute pression, un par un, en serrant les raccords avec 2 clés, une pour tenir et l'autre pour tourner afin de ne pas les tordre. Puis elle a réglé le point d'injection en utilisant un comparateur fixé sur le premier cylindre, s'assurant que la came de la pompe était parfaitement alignée avec la course du piston. Se tromper de 2 degrés sur le point d'avance suffisait à faire perdre de la puissance au moteur ou à le faire cliqueter. Marina a rempli le réservoir de gazole neuf, a connecté la ligne d'alimentation et a purgé le système en desserrant la vis de purge de la pompe jusqu'à ce que du gazole pur sorte sans bulle d'air. De l'air dans le système de carburant d'un diesel, c'était la mort assurée. Le moteur ne démarrait pas, ou démarrait et calait, démarrait et calait. Quand tout a été prêt, huile neuve dans le carter, filtre neuf installé, radiateur propre et monté, eau neuve dans le système, batterie chargée, câblage refait, Marina est montée dans la cabine du 1620. Le soleil se couchait, peignant le ciel d'orange et de violet. Elle a mis la main sur la clé de contact, a respiré profondément et a tourné. Le démarreur a gémi, a tourné lentement, faisant tourner le moteur 1 fois, 2 fois. À la 3e, l'OM 366 a toussé, a craché un nuage de fumée noire par l'échappement, puis a démarré dans un grondement sourd et régulier. Il avait démarré. Marina a senti la vibration monter à travers le châssis, le volant, ses mains. Le camion était vivant. Elle a coupé le moteur, est descendue et a appuyé son front contre le capot encore chaud. Et pour la première fois depuis des semaines, Marina a souri. Maintenant, mes amis, l'histoire commence à vraiment chauffer, parce qu'une chose est de faire démarrer un moteur après 12 ans d'arrêt,
Une autre bien différente est de transformer ce camion en un outil de travail qui met du pain sur la table. Et Marina savait que le défi ne faisait que commencer. Les jours suivants, elle a travaillé comme une forcenée. Elle a réglé le ralenti du moteur qui tournait de manière irrégulière, ajustant la vis de richesse de la pompe d'injection jusqu'à ce que le grondement devienne constant et grave sans rater. Elle a vérifié la tension de toutes les courroies, celle de l'alternateur, de la pompe à eau, du ventilateur, en utilisant le test du doigt. Elle appuyait au milieu de la courroie et mesurait la flexion, qui devait être d'environ 2 cm. Plus que ça, la courroie patinait et ne transmettait pas la force correctement. Moins que ça, elle forçait trop sur les roulements et finissait par casser. Les 4 pneus arrière étaient lisses comme des semelles de vieilles chaussures. Pas le choix, il fallait les changer. Marina est allée dans une case pour poids lourds qu'elle connaissait, a parlé avec le propriétaire, un monsieur nommé Benoît, et a obtenu 4 pneus d'occasion pour 200 € le jeu. Ils n'étaient pas neufs, mais la bande de roulement était bonne, les sculptures profondes, de quoi rouler tranquillement pendant 20 000 kilomètres. Benoît lui a même prêté le cric hydraulique pour camion, pour qu'elle puisse faire le changement. Car son petit cric de voiture ne supportait pas le poids du 1620. Changer un pneu de camion n'est pas une mince affaire. Chaque roue arrière du 1620 pesait environ 70 kilos avec le pneu monté. Marina a dû suer, utilisant un levier en fer pour desserrer les écrous qui étaient bloqués depuis des années, soulevant le camion essieu par essieu, roulant les nouveaux pneus position par position. Cela lui a pris une journée entière, et quand elle a terminé, elle avait mal au dos et les mains pleines d'ampoules. Mais elle a regardé les pneus neufs bien montés et a ressenti cette satisfaction du devoir accompli. Le plateau en bois qui venait avec le camion était pourri, les planches rongées par les termites et décomposées par la pluie. Marina a tout arraché, ne laissant que le châssis nu. Elle est allée dans un dépôt de bois et a récupéré des planches de chêne d'occasion auprès d'un menuisier qui allait les jeter parce qu'elles étaient trop tordues pour des meubles. Pour un camion, c'était parfait. Le menuisier l'a même aidé à couper les planches à la bonne dimension et lui a donné les clous gratuitement. Marina a passé 2 jours à monter le nouveau plateau. Rien de sophistiqué, juste une plateforme simple avec des ridelles latérales pour maintenir la charge. Mais c'était solide, c'était sûr, et c'était à elle. 3 semaines après le jour où son oncle Gérard l'avait chassée du garage, Marina avait son Mercedes-Benz 1620 bleu en état de rouler. La carte grise était à jour. Elle avait réussi à transférer le camion à son nom sans frais, car il était encore enregistré au nom de son grand-père, et en tant qu'héritière directe, elle n'avait pas eu à payer les taxes en retard. Une chance incroyable. Maintenant, il lui fallait du travail. Marina a fait le tour des fermes de la région en proposant ses services de transport. Les gens la regardaient avec méfiance. Une femme seule, avec un vieux camion, voulant transporter des marchandises. Mais elle facturait moins cher que les intermédiaires, et petit à petit, elle a commencé à trouver du travail. Elle a commencé petit, une demi-tonne d'aliments pour bétail, d'une coopérative à une ferme à 15 km de distance. Elle a gagné 50 €. Ce n'était rien, mais c'était un début. Le 1620 consommait peu pour un camion de cette taille. Le moteur OM 366, étant atmosphérique et sans électronique, était économique lorsqu'il était bien réglé. Marina arrivait à faire environ 6 km par litre en charge, ce qui était excellent pour un camion d'une capacité de 7 tonnes. De plus, le moteur était purement mécanique, sans calculateur, sans capteur de je ne sais quoi. S'il y avait un problème, elle le réparait elle-même sur le bord de la route avec un tournevis et une pince. Et des problèmes, il y en a eu, croyez-moi. La 2e semaine de travail, Marina revenait d'une livraison de maïs dans une ferme près de Lucé quand le moteur a commencé à surchauffer. L'aiguille de température sur le tableau de bord est montée dans la zone rouge. Marina a vu de la fumée blanche sortir du capot et s'est rapidement garée sur le bas-côté de la Nationale 10 avant que le moteur ne serre. Elle est descendue, a ouvert le capot avec précaution. La vapeur chaude est dangereuse.
ça peut brûler gravement, et a vu que la durite inférieure du radiateur avait éclaté. C'était une vieille durite qu'elle n'avait pas changée et la pression de l'eau chaude avait déchiré le caoutchouc. Le liquide de refroidissement coulait sur l'asphalte, formant une flaque verte fumante. Marina n'avait pas de durite de rechange, mais elle avait du ruban adhésif isolant, du fil de fer et un couteau. Elle a coupé un morceau d'une vieille chambre à air qu'elle transportait dans la cabine. Tout vieux routier transporte une vieille chambre à air, ça sert à 1000 choses. Elle a enroulé la déchirure de la durite avec le caoutchouc de la chambre à air, a attaché le tout avec du fil de fer bien serré et a recouvert le tout de plusieurs couches de ruban adhésif. C'était une réparation qui n'allait pas durer éternellement, mais qui tiendrait jusqu'à ce qu'elle arrive à son terrain. Elle a attendu que le moteur refroidisse, a rempli le radiateur avec l'eau d'une bouteille de 5 litres, a démarré le moteur et est repartie doucement, en gardant un œil sur l'aiguille de température. Elle est arrivée au terrain, a coupé le contact et est allée directement acheter une durite neuve. Elle l'a changée sur place, sans se presser, et a appris la leçon. Toujours avoir des pièces de rechange de base dans le camion. Au fur et à mesure que le bouche à oreille se répandait, Marina a commencé à recevoir plus de travail. Les agriculteurs l'appréciaient parce qu'elle était ponctuelle, soigneuse avec la marchandise et facturait un prix juste. Elle a commencé à transporter des sacs d'engrais, de la chaux, des aliments, des plants d'eucalyptus. Une bonne semaine, elle gagnait environ 700 €. Elle retirait 150 € pour le loyer du terrain, 200 € pour le gazole, une centaine pour la nourriture, et ce qui restait allait dans un bocal en verre où elle gardait de l'argent pour les urgences et les pièces. Mais ce qui a vraiment changé la donne, c'est quand Marina a commencé à accepter des travaux d'entretien. C'est arrivé par hasard. Un chauffeur qu'elle a rencontré dans une ferme, un monsieur nommé Didier, avait un Ford Cargo Klein 117 avec un problème de frein. Il s'est arrêté sur son terrain parce qu'il a vu le 1620 et a pensé qu'elle connaîtrait peut-être quelqu'un qui pourrait l'aider. Marina a jeté un œil et a tout de suite compris. Le maître-cylindre fuyait du liquide. La pression du système était basse. « Laissez-moi faire, monsieur Didier. En 2 heures, je règle ça. » L'homme la regardait sans trop y croire, mais il était désespéré. Il a accepté. Marina a démonté le maître-cylindre, a changé les joints internes qui étaient desséchés, a purgé le système de freinage en enlevant tout l'air des conduites, a rempli avec du liquide neuf et a testé. La pédale est redevenue ferme, avec une bonne pression. Didier a appuyé sur le frein et a souri largement. « Ma petite, vous êtes vraiment douée. Je vous dois combien ?»« 60 €, monsieur Didier. Les pièces et la main-d'œuvre. » Il lui a donné 80 € et a dit qu'il allait en parler à tous les gars de la route, qu'il y avait une bonne mécanicienne honnête à la sortie de Chartres. Et il en a parlé. Des chauffeurs ont commencé à arriver avec des problèmes variés. Un avec un alternateur qui ne chargeait plus, un autre avec un embrayage qui patinait, un autre avec une suspension cassée, un autre avec une fuite au différentiel. Marina s'occupait de tout le monde avec patience, facturait un prix juste, expliquait ce qu'elle avait fait, montrait la vieille pièce au propriétaire pour qu'il voie que le problème était réel. Pas de chichi, pas d'arnaque, du travail sérieux. En 3 mois, Marina avait déjà payé le loyer du terrain, acheté un véritable établi avec un étau, un meilleur jeu de clés, une visseuse à choc et même un petit compresseur d'air pour gonfler les pneus. Le terrain, qui n'était auparavant que mauvaises herbes et poussières, avait maintenant une bâche tendue en guise de toit, soutenue par des poteaux d'eucalyptus, créant une bonne ombre pour travailler. Ce n'était pas un vrai garage, mais c'était le début d'un. Le Mercedes 1620 bleu roulait tous les jours. Marina connaissait ce moteur par cœur. Elle savait au son si l'injection était trop avancée. Elle savait à la fumée quand le filtre à air était sale. Elle savait à la vibration quand un cil en bloc du moteur était lâche. Ce camion était devenu une extension d'elle-même, et elle, une extension de lui. Un jour, Marina changeait l'huile d'un Scania 112 qui s'était arrêté là quand elle a vu une voiture noire
entré sur le terrain. 2 hommes en chemise et une femme en tailleur bleu en sont descendus, tous avec des tablettes et un air sérieux. Marina s'est essuyé les mains et est allée voir ce qu'ils voulaient. « Bonjour, dit la femme. Vous êtes la propriétaire de cet établissement ? C'est moi-même. En quoi puis-je vous aider ? Je suis de l'inspection de la mairie. Ce terrain a-t-il une autorisation pour fonctionner comme garage mécanique ?» Marina sentit son estomac se nouer. Elle n'avait aucune autorisation. Elle ne savait même pas qu'il en fallait une. « Écoutez, madame, je fais juste quelques dépannages ici. J'aide les chauffeurs quand ils en ont besoin. Madame, vous exercez une activité commerciale sans autorisation. C'est une infraction. Je vais devoir dresser un procès verbal et fermer l'établissement jusqu'à ce que vous régularisiez la situation. » Les 2 hommes ont commencé à prendre des photos du lieu, des outils, du camion. Marina sentit une angoisse lui serrer la poitrine. Elle avait tant travaillé, avait réussi à construire tout ça à partir de rien, et maintenant on allait la fermer pour une histoire de paperasse. C'est alors que Didier, le chauffeur avec le problème de frein, qui attendait que Marina termine une réparation sur son cargo, s'est approché. « Excusez-moi, madame, la demoiselle ici n'a pas d'autorisation parce qu'elle n'a pas encore l'argent pour en obtenir une. Mais son travail est honnête et elle nous aide, nous qui n'avons pas de bon garage dans le coin. Vous allez fermer ça et laisser tout le monde en plan ?» L'inspectrice a regardé Didier, puis Marina, puis le terrain improvisé. Elle a soupiré. « Écoutez, mademoiselle, je comprends la situation, mais la loi, c'est la loi. Je vais faire ceci. Je vous donne 90 jours pour vous régulariser. Si dans 3 mois vous n'avez pas d'autorisation provisoire, je reviens et je ferme. Mais vous devez vous dépêcher, compris ?» Marina a hoché la tête, ravalant la boule dans sa gorge. « Merci, madame. Je vais m'en occuper, comptez sur moi. » L'inspectrice et les 2 hommes sont partis. Marina est restée là, sentant le poids de la responsabilité. Ce n'était plus seulement elle et son camion. Des gens dépendaient d'elle maintenant. Elle avait une réputation à défendre. Elle avait une entreprise qui, même petite et précaire, était la sienne. Ce soir-là, Marina s'est assise dans la cabine du 1620 avec un carnet et un stylo et a commencé à faire des comptes. Combien coûtait une autorisation? Combien devait-elle économiser? Combien de temps avait-elle? La lumière jaune d'un lampadaire éclairait le papier, et dehors, les grillons chantaient dans l'herbe. Marina a regardé par la fenêtre et a vu au loin les lumières de la ville. Quelque part là-bas, son oncle Gérard dormait tranquillement chez lui, sans imaginer que la nièce qu'il avait chassée était en train de construire quelque chose à partir de rien, quelque chose de petit encore, mais de vrai, quelque chose qui avait un avenir. Elle a fermé le carnet, a appuyé sa tête contre le siège et a fermé les yeux. L'odeur de gazole et de graisse était imprégnée dans ses vêtements, sur sa peau, dans ses cheveux, mais c'était une bonne odeur, c'était l'odeur du travail honnête. Et dehors, le Mercedes 1620 bleu attendait, prêt à affronter une nouvelle journée. Et maintenant, mes amis, nous arrivons à cette partie de l'histoire où tout aurait pu mal tourner, mais où les choses se sont arrangées d'une manière que personne n'attendait. Parce que parfois, la vie nous met face à un défi si grand qu'on pense ne pas pouvoir y arriver, mais c'est précisément ce défi qui ouvre les portes qui étaient verrouillées. Marina avait 90 jours pour régulariser son terrain. Elle s'est renseignée sur le coût d'une autorisation provisoire, d'une licence d'exploitation, des taxes diverses. En additionnant tout, il lui fallait environ 3500 €. Cela lui semblait l'Everest. Elle mettait de côté ce qu'elle pouvait, mais entre le gazole, les pièces, la nourriture et le loyer du terrain, il restait peu. Au rythme où elle allait, il lui faudrait 6 mois pour réunir cette somme, et elle n'en avait que 3. C'est alors qu'est apparu Monsieur Arnaud. C'était un matin de novembre, le soleil déjà chaud à 9 heures, quand un semi-remorque Scania 113 est entré sur le terrain en faisant un bruit de moteur déréglé. Un homme d'une 60aine d'années, bedonnant avec une casquette totale, est descendu de la cabine, avec l'air de quelqu'un qui n'avait pas bien dormi. « Mademoiselle,
On m'a dit que vous étiez doué avec les moteurs diesel. C'est vrai? Ça dépend du problème. Arnaud Bernard, je viens de Romans-sur-Isère. Je transporte du cuir pour l'industrie de la chaussure. Ce Scania me rend fou depuis 2 semaines. Marina s'est approchée du camion. Le moteur tournait, mais le son était irrégulier. Il ratatouillait comme s'il manquait un cylindre. De la fumée blanche sortait de l'échappement, signe qu'il brûlait de l'huile ou que de l'eau entrait dans la chambre de combustion. « Qu'est-ce qui se passe, monsieur Arnaud ? Écoutez, je l'ai déjà emmené dans 3 garages. Le premier a dit que c'était la pompe d'injection et m'a facturé 800 € pour la réviser. Ça n'a rien résolu. Le deuxième a dit que c'était le turbo et m'a facturé 900 € pour le changer. Ça n'a rien résolu. Le troisième a dit que c'était le joint de culasse et m'a facturé 1200 € pour le changer. Ça n'a rien résolu non plus. J'ai 3000 € de pertes et le camion continue de déconner. Si je ne résous pas ça vite, je vais perdre mon contrat avec l'usine. » Marina est restée silencieuse, écoutant le moteur. Il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais ce n'était rien de ce que les autres garages avaient diagnostiqué. Elle connaissait ce son. C'était comme si l'un des cylindres ne développait pas une compression correcte. « Monsieur Arnaud, permettez-moi. » Elle a pris un stéthoscope de mécanicien. Un outil simple, une tige métallique avec un embout en caoutchouc pour l'oreille, et a commencé à écouter le moteur. Elle est passée de cylindre en cylindre, posant la pointe du stéthoscope sur chaque zone de la culasse, écoutant le bruit interne, le son de l'explosion. Quand elle est arrivée au 4e cylindre, elle a perçu un son différent, plus étouffé, sans force. « Coupez le moteur, s'il vous plaît. » Monsieur Arnaud a obéi. Marina lui a demandé d'ouvrir le capot. Le Scania 113 avait un moteur DSC 11, un diesel de 11 litres avec turbo, puissant, fiable, mais complexe. Elle a commencé à retirer le cache-culbuteur en desserrant les vis une par une. Quand elle a retiré le cache, elle a vu les soupapes d'admission et d'échappement de chaque cylindre, les poussoirs, les ressorts. Elle est allée jusqu'au 4e cylindre et a vu que la soupape d'échappement avait une fissure sur sa tête. C'était une fissure fine, presque imperceptible, mais elle était là. Et cette fissure permettait au gaz de combustion de s'échapper avant de pousser le piston avec toute leur force, faisant perdre de la compression au cylindre. C'est pour ça que le moteur ratatouillait. C'est pour ça qu'il brûlait de l'huile, car la haute température des gaz qui fuyaient carbonisait l'huile qui lubrifiait le guide de la soupape. « Monsieur Arnaud, j'ai trouvé le problème. La soupape d'échappement du 4e cylindre est fissurée. » L'homme a écarquillé les yeux. « Fissurée? Mais comment 3 garages n'ont-ils pas vu ça? » Parce que personne n'a retiré le cache pour regarder de plus près. Tout le monde a fait des suppositions. C'est la pompe, c'est le turbo. C'est le joint, mais personne n'a vraiment enquêté. Monsieur Arnaud s'est passé la main sur le visage fatigué. Et combien ça coûte de réparer? Marina a fait le calcul mentalement. Il fallait une soupape neuve d'origine Scania. Il fallait démonter la culasse, changer la soupape, rectifier le siège, remonter le tout avec le bon couple de serrage. C'était le travail d'une journée entière, peut-être 2. Pièces et main-d'œuvre, 800 €. Arnaud la regarda avec méfiance. « Mademoiselle, avec tout le respect que je vous dois, vous êtes sûre de pouvoir faire ça? Parce que j'ai déjà dépensé 3000 € et le problème est toujours là. Je ne peux pas jeter plus d'argent par les fenêtres. » Marina a soutenu son regard. « Monsieur Arnaud, je vais être honnête avec vous. Si je n'arrive pas à résoudre le problème, vous ne me payez rien. Mais si je le résous, en plus des 800 €, vous me recommandez à tous les chauffeurs que vous connaissez. Marché conclu ?» L'homme a réfléchi un instant, puis a tendu la main. Marché conclu. Marina a travaillé 2 jours d'affilée sur ce Scania. Elle a retiré la culasse entière, qui pesait bien 80 kilos. Elle a eu besoin de l'aide de Didier, qui était là pour une livraison. Elle a démonté les 16 soupapes, les a nettoyées une par une, les a inspectées. Elle a commandé la nouvelle soupape chez un fournisseur à Paris, payant 120 €. En attendant l'arrivée de la pièce, elle a rectifié les sièges de soupape sur la culasse, en utilisant des pierres à roder de grains fins,
tournant avec une ventouse jusqu'à ce que la surface soit lisse et uniforme, garantissant une étanchéité parfaite. Quand la nouvelle soupape est arrivée, Marina l'a installée avec soin, a ajusté le jeu entre les poussoirs et la tige de la soupape en utilisant un jeu de cale. Le jeu devait être exact, 0,4 mm pour l'admission et 0,6 mm pour l'échappement. Un mauvais jeu, et la soupape ne fermait pas correctement ou tapait trop sur son siège. Elle a remonté la culasse sur le bloc en serrant les boulons en croix et en 3 étapes de couple. D'abord 50 mm, puis 100 mm et enfin 140 exactement comme le préconisait le manuel Scania. Elle a connecté les conduites de carburant, les durites de refroidissement, le câblage électrique, a mis de l'huile neuve, des filtres neufs, a rempli le radiateur, a démarré le moteur. Le Scania 113 a démarré au premier tour de clé, et le son était net, grave, uniforme. Pas de raté, pas de fumée blanche, juste le grondement robuste d'un moteur de 11 litres fonctionnant comme il se doit. Monsieur Arnaud était à côté, les bras croisés, et quand il a entendu ce son, un énorme sourire s'est dessiné sur son visage. « Ma petite, c'est de la musique, ils tourneront !» Marina a accéléré, a testé à différents régimes. Parfait, elle a coupé le moteur, s'est essuyé les mains et a regardé l'homme. « Voilà, monsieur Arnaud, c'est réglé. » Il a sorti son portefeuille et a compté 800 € en billets de 50. Marina n'avait jamais vu autant d'argent d'un coup. Monsieur Arnaud a sorti 200 € de plus et les a mis dans sa main. « Et ça, c'est parce que vous êtes honnête. Vous auriez pu me demander 2000 € et j'aurais payé sans discuter vu mon désespoir. Mais vous avez facturé un prix juste et je vais faire plus que vous recommandez. Je vais amener mes collègues ici personnellement. » Et il l'a fait. La semaine suivante, 4 chauffeurs envoyés par Arnaud se sont présentés. Un avec un problème électrique, un autre avec un embrayage qui patinait, un autre avec une suspension cassée, un autre avec une fuite au différentiel. Marina s'est occupée de tous, a travaillé du matin au soir, a facturé un prix juste et a fait du bon travail. À la fin du mois, quand elle a compté son argent, elle avait 3800 € de côté. C'était plus que ce dont elle avait besoin pour l'autorisation. Elle est allée à la mairie, a déposé les documents, a payé les taxes. L'employé lui a dit que dans 30 jours, elle aurait l'autorisation provisoire et qu'après 6 mois de fonctionnement sans plainte, elle pourrait obtenir la définitive. Marina est sortie de la mairie avec les récépissés en main et a ressenti quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, un véritable espoir. Ce n'était plus seulement un rêve, ce n'était plus seulement un effort dans le vide. C'était concret, c'était réel. Ça arrivait. Quand elle est retournée sur son terrain, elle a vu que quelqu'un l'attendait. Un homme petit, à la moustache grisonnante, appuyé contre une vieille Renault Clio. Quand il s'est retourné, Marina l'a reconnu tout de suite. Antoine, l'employé du garage de son oncle Gérard. « Salut, Marina. »« Salut, Antoine. Qu'est-ce que tu fais ici ?» Il a regardé le sol, un peu gêné. « Je suis venu te demander pardon pour le jour où tu es parti. J'aurais dû dire quelque chose. J'aurais dû te défendre, mais je me suis tu, par peur de perdre mon emploi. C'était lâche. » Marina a soupiré. « Antoine, je comprends. Tu as une famille, tu as besoin de travailler. Je ne t'en veux pas. Je sais, mais c'était mal quand même. Et je suis aussi venu te dire quelque chose. Ton oncle raconte en ville que tu tiens un garage clandestin, que tu ne sais pas vraiment t'y prendre avec les moteurs. Mais tous ceux qui viennent ici disent du bien de toi. Les chauffeurs de la région ne parlent que de toi, et ça commence à l'énerver. » Marina a eu un petit rire. « Laisse-le s'énerver, Antoine. Je fais mon travail, je le fais bien, et maintenant je suis même en règle. S'il veut dire du mal, qu'il le fasse. » Antoine a souri et lui a tendu la main. « Tu es forte, Marina, plus forte que beaucoup de gens que je connais. Bonne chance à toi. » Il est parti. Marina est restée là, à regarder le Mercedes 1620 bleu garé sur le terrain.
Le camion que son oncle lui avait donné comme une blague, comme une insulte, était maintenant le symbole de sa réussite, de sa capacité. Et ça, mes amis, ce n'était que le début. Et maintenant, mes chers amis, nous arrivons à la fin de cette histoire. Mais soyez-en sûrs, ce n'est pas une de ces fins tristes. Non, c'est une de ces fins qui nous laissent avec un sourire aux lèvres et une chaleur dans le cœur, sachant que les choses peuvent bien se terminer quand on n'abandonne pas. 6 mois s'étaient écoulés depuis le jour où Marina avait réparé le Scania de M. Arnaud. Le terrain à la sortie de Chartres n'était plus ce sol battu avec une bâche tendue. Il y avait maintenant un petit hangar à structure métallique, mais un vrai, avec des murs en parpaing à mi-hauteur et un toit en tôle qui protégeait du soleil et de la pluie. Il y avait une enseigne à l'entrée, peinte à la main par un artiste local, Garage Marina, diesel en poisse lourd. En dessous, en plus petites lettres, service honnête, prix juste. Marina avait réussi à embaucher un apprenti, un jeune de 20 ans nommé Lucas, qui avait quitté l'école en seconde, mais qui avait un don pour la mécanique. Elle lui enseignait de la même manière que son grand-père Valentin lui avait enseigné, avec patience, en montrant le pourquoi de chaque chose, en expliquant que la mécanique n'était pas du par cœur, mais une compréhension du fonctionnement des choses. Le Mercedes 1620 bleu continuait de travailler tous les jours. Marina l'avait repeint. Ce n'était pas une peinture de carrossier professionnel, c'était elle-même, au rouleau avec de la peinture automobile. Mais il était beau, d'un bleu roi brillant, avec le nom Valentin, écrit en lettres blanches sur la portière en hommage à son grand-père. Le camion roulait sans faille, transportant des aliments, de l'engrais, de la chaux, du bois. Il était devenu une figure connue sur les routes de la région. Quand les chauffeurs voyaient le 1620 bleu avec une femme au volant, ils savaient, c'était Marina. Le garage était toujours plein. Il y avait des jours où 3 camions attendaient d'être réparés. Marina n'acceptait pas plus de travail qu'elle ne pouvait en faire, car elle ne voulait pas compromettre la qualité. Elle préférait en faire moins et bien que beaucoup et mal. C'est par un après-midi de mai, ciel dégagé et soleil doux d'automne, que Marina changeait les injecteurs d'un Mercedes 1318 quand elle a vu une camionnette familière entrer sur le terrain. C'était la camionnette du garage de son oncle Gérard. Marina sentit son estomac se serrer. Cela faisait 6 mois qu'elle n'avait pas vu son oncle et elle ne savait pas à quoi s'attendre. Antoine est descendu de la camionnette et derrière lui, lentement, Gérard est descendu. L'homme était plus mince, la barbe mal rasée et une expression fatiguée sur le visage. Marina s'est essuyé les mains sur un chiffon et a attendu, debout, avec la posture droite de quelqu'un qui n'avait rien à cacher. Gérard a regardé autour de lui, a vu le hangar, les outils bien rangés, les camions garés, l'enseigne. Il est resté silencieux un long moment, puis a regardé sa nièce. « Salut, Marina. Bonjour, mon oncle. » Un silence pesant. Antoine s'est tenu un peu à l'écart, respectant le moment. Je suis venu ici parce que... Gérard a dégluti. Parce que je me suis trompé. Je me suis lourdement trompé à ton sujet. Marina n'a rien dit. Elle a simplement attendu. Je pensais que tu étais au garage par pitié, par mauvaise conscience à cause de ton père. Mais j'avais tort. Tu es douée, Marina. Tu es très douée, meilleure que moi d'ailleurs, et j'étais trop orgueilleux pour l'admettre. Il a enlevé sa casquette, s'est passé la main dans ses cheveux clairsemés. Le garage, là-bas, ça va mal. On a perdu des clients. Jean-Charles est parti, Marc est parti, il ne reste qu'Antoine. Et encore, les chauffeurs ne veulent plus venir chez nous. Ils disent qu'on est cher, et qu'on ne résout pas les problèmes. Et tu sais où ils viennent? Ici, chez toi. Marina est restée silencieuse, laissant son oncle parler. Je ne suis pas venu demander quoi que ce soit. Pas un emploi, ni une association. Je suis juste venu dire que je me suis trompé, que j'ai été injuste, et que je te demande pardon. Sincèrement. Ton grand-père Valentin doit te regarder de là-haut avec fierté, et j'aurais dû le voir avant. Gérard a remis sa casquette, s'est tourné pour partir. Marina a respiré profondément. Mon oncle. Il s'est arrêté, s'est retourné.
Merci de dire ça. Vraiment. Mais je ne t'en veux pas. La vie nous apprend les choses de manière étrange, et peut-être que j'avais besoin de partir de là pour découvrir que j'en étais capable. Alors, d'une certaine manière, tu m'as rendu service. Gérard a eu un sourire triste. Tu es plus grande que moi, ma petite. Tu l'as toujours été. Il est parti avec Antoine. Marina est restée là, sentant une chose étrange dans sa poitrine. Ce n'était pas de la colère, ni de la joie. C'était une sorte de paix, comme si un cycle s'était refermé. Lucas, qui avait tout entendu de loin, s'est approché. « Marina, t'es une tueuse, t'es incroyable. » Elle a souri. « Viens, Lucas, on va finir ce travail. » 3 mois plus tard, Marina a reçu une proposition. La coopérative des transporteurs de la région voulait créer un cours de formation technique en mécanique diesel et il la voulait comme formatrice. Il la paierait à l'heure et le cours aurait lieu le samedi pour ne pas perturber le travail du garage. Marina a accepté sur le champ. Le premier samedi de cours, 12 élèves se sont présentés. 11 hommes et une jeune fille de 17 ans nommée Julie, qui a dit qu'elle voulait être mécanicienne depuis qu'elle avait vu sa mère en panne sur la route à cause d'un camion cassé et que personne n'avait voulu l'aider correctement. Marina a regardé Julie et s'est revue 10 ans plus tôt. « Sois la bienvenue, Julie. Ici, tu apprendras tout ce que je sais, et tu apprendras qu'un moteur ne se soucie pas du genre, il se soucie de la connaissance et du respect. » Les cours étaient pratiques. Marina emmenait les élèves dans le hangar, leur montrait des moteurs démontés, expliquait chaque pièce, chaque système, leur apprenait à utiliser une clé dynamométrique, à lire un manomètre, à diagnostiquer au son, à l'odeur, au toucher. Elle leur enseignait que la mécanique était une science, pas de la magie, et que toute personne qui étudiait et pratiquait pouvait devenir bonne. Un samedi, Marina enseignait le système d'injection diesel quand elle a vu M. Arnaud garer son semi-remorque sur le terrain. Il est descendu, un large sourire aux lèvres. « Marina, je vous ai amené une surprise. » Du siège passager est descendu un homme en costume, la cinquantaine, avec une mallette. « Marina, voici M. Henri Lefebvre, directeur régional de Scania. Il veut vous parler. » L'homme lui a tendu la main. « Mademoiselle Marina, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Monsieur Arnaud m'a raconté comment vous avez diagnostiqué un problème que 3 de nos garages agréés n'ont pas réussi à résoudre. J'ai une proposition à vous faire. Que diriez-vous de devenir un garage agréé Scania? Nous fournissons la formation, les pièces à prix réduit et le support technique. Vous restez indépendante, mais vous obtenez le label de qualité de la marque. » Marina est restée sans voix. Un garage agréé Scania, c'était quelque chose dont elle n'avait même jamais rêvé. « Monsieur Lefebvre, je n'ai même pas un grand garage, c'est juste un petit hangar. La taille n'a pas d'importance, c'est la qualité qui compte. Et d'après ce que j'ai vu et entendu, vous avez de la qualité à revendre. » Marina a accepté. 6 mois plus tard, elle était un garage agréé. Le hangar a été agrandi, a reçu de meilleurs équipements et elle a embauché un autre apprenti. Julie, la jeune fille du cours, a commencé à y faire un stage rémunéré le week-end. Le Mercedes 1620 bleu continuait de travailler. Il avait déjà parcouru plus de 50 000 kilomètres depuis que Marina l'avait ressuscité. Le moteur OM 366 fonctionnait comme une horloge suisse, économique, fiable, indestructible. Chaque fois que Marina montait dans ce camion et tournait la clé, elle se souvenait du jour où son oncle Gérard s'était moqué d'elle. Il avait appelé ça une charrette, une ferraille qui ne valait rien. Et maintenant, ce camion lui avait donné non seulement un travail, mais un métier, une entreprise, un avenir. Il avait prouvé que la connaissance valait plus que les préjugés, que la compétence valait plus que l'arrogance. Un soir, Marina fermait le garage quand elle s'est arrêtée devant le 1620. Elle a passé la main sur le capot, a senti le métal encore tiède de la journée de travail, a regardé le nom « Valentin » peint sur la portière et a murmuré « Merci, papy, de m'avoir tout appris, d'avoir cru en moi, d'avoir laissé ce camion m'attendre. »
Le vent du soir a fait bruisser les arbres autour du terrain, et Marina aurait pu jurer, mes amis, elle aurait pu jurer qu'elle a entendu tout bas le rire rauque de son grand-père, ce rire en coin, lui disant qu'elle avait rendu le vieil homme fier. Et c'est ainsi, chers amis, que se termine l'histoire de Marina et du Mercedes 1620 bleu que personne ne voulait. Une histoire sur le fait de ne pas abandonner quand on vous dit que vous n'y arriverez pas. Une histoire de connaissance, de respect et de travail honnête. Une histoire qui prouve que parfois, ce que les autres jettent est exactement ce dont on a besoin pour recommencer. Et le plus beau dans tout ça, c'est que cette histoire ne se termine pas ici, parce que Julie est en train d'apprendre, et un jour, elle enseignera à une autre jeune fille, et cette autre jeune fille enseignera à une autre. Et ainsi, la connaissance se transmet de main en main, de génération en génération, comme une flamme qui ne s'éteint jamais. Parce que la connaissance est le seul héritage que personne ne peut nous enlever.